Bonsoir et bonjour à vous, fidèles téléspectatrices et téléspectateurs. Très heureux d'être avec vous à travers cette production de la télévision nationale congolaise, Mediacom Plus, Eco.com, 100% économie, décortiquant pour vous tous les secteurs clés de l'économie congolaise, une économie qui n'est pas statique. Autre numéro, autre acteur. Pour ce numéro, nous recevons pour vous un des acteurs de l'économie, un habitué de ce plateau, brûlant toujours d'envie de communiquer. Il s'agit de Paul Nestor Mwadibindinga. Il est directeur général de la société Global Business et président du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, une plateforme patronale qui a pignon sur rue. Avec lui, nous aborderons une question d'actualité qui touche à l'économie congolaise. Il s'agit du secteur privé congolais à l'heure de la relance économique. Bonsoir, monsieur le président et directeur général de Global Business. Bonsoir, monsieur Beno Pena. Nous allons droit dans le vif du sujet. Nous l'avons annoncé. Il s'agit du secteur privé congolais à l'heure de la relance économique. Alors, le Covid-19 a baissé d'intensité. Les cours du baril du pétrole remontent. Alors, comment se porte le secteur privé congolais? Je voudrais d'abord commencer par vous remercier, M. Beno Pena, pour cette émission. Oui, le secteur privé congolais a été frappé durement par la Covid-19. Nos entreprises ont connu des sérieuses difficultés. Maintenant que les mesures sont levées, je crois que c'est une relance de l'activité économique. Mais pas une relance comme nous l'avons voulu. Elle est lente parce que les entreprises n'ont pas été accompagnées. L'environnement économique reste difficile, n'est-ce pas? Les entreprises connaissent encore trop de problèmes et pour ce faire, on a du mal à se relancer. Donc il faut dire que l'embellie économique que nous connaissons aujourd'hui avec la montée des cours des matières premières n'a pas encore d'effet. Ne profite pas encore ne profite pas aux entreprises. Ne profite pas aux entreprises parce que l'environnement ne permet pas aux entreprises de pouvoir se relancer. Les entreprises essaient de se relancer avec les petits moyens parce qu'on ne peut pas rester comme ça sans activité. Mais au niveau, n'est-ce pas, du gouvernement, il n'y a pas encore des mesures qui sont prises pour permettre aux entreprises de se prendre en charge. Alors, je connais le principal problème qui mine le secteur privé congolais. Il s'agit, bien évidemment, je peux me tromper, mais je crois que c'est l'actualité, il s'agit de la dette intérieure due aux opérateurs économiques congolais. Et je pense que la question a été au cœur de l'action du gouvernement. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, elle était même l'une des préoccupations des institutions de Bretton Woods. Alors, à ce jour, où en êtes-vous? Qu'est-ce qui a été déjà fait pour vous? Et qu'est-ce qui reste à faire? Et que suggérez-vous au gouvernement pour que les lignes bougent effectivement? Oui, cette émission nous permettra d'éclairer la lanterne des opérateurs économiques et bien évidemment des pouvoirs publics et de leur faire savoir que le secteur privé, nos entreprises, ont besoin d'un ballon d'oxygène. Nous traversons les moments les plus difficiles aujourd'hui. Nous avons besoin donc de l'accompagnement des pouvoirs publics pour pouvoir se relancer. C'est vrai, les pouvoirs publics ont fait des promesses aux entreprises sur le paiement de la dette intérieure. Vous avez vu l'État, pendant une période donnée, a lancé le club de Brazzaville où quelques entreprises ont été payées. Également, il y a eu l'emprunt obligataire où quelques entreprises ont été payées dans le cadre de cet emprunt et où certaines entreprises attendent d'être payées. Les facilités qui ont été obtenues par l'État avec le Fonds monétaire international n'ont pas encore atteint les opérateurs économiques parce que parmi les 48 mesures qui ont été prises,
par le FMI pour relancer l'économie congolaise, le secteur privé n'a pas encore bénéficié des paiements. Et ce qui d'ailleurs nous étonne. Une partie du secteur privé, parce que vous avez dit, avec le club de Brazzaville, quelques entreprises ont été payées. Donc il y a quelques entreprises, mais je peux vous dire c'est 1% de la valeur globale de la dette. Ah d'accord. Ça ne représente rien du tout, parce que la dette du Congo, elle est énorme, n'est-ce pas? Je pense que le peu d'argent qui a pu être obtenu par le gouvernement, que je félicite le gouvernement pour avoir négocié un accord et avoir obtenu, n'est-ce pas? Nous le félicitons. On a parlé du financement par le moyen du club de Brazzaville, mais je vous informe également que ce financement n'a profité qu'aux banques, aux groupements d'intérêt économique qui avaient été mis en place, parce que l'argent qui serait payé devait aller directement au service du paiement de la dette des entreprises vis-à-vis des banques. Il y a eu des entreprises qui se sont retrouvées avec néant. Ce qui veut dire que ça n'a pas, n'est-ce pas, profiter aux entreprises. Alors, donc il faut dire que la situation reste telle que nous l'avons connue depuis quelques années. Et c'est pour cela que nous, au niveau du syndicat patronal, nous cherchons à négocier, à discuter avec le ministre des Finances sur cette question. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de prendre des mesures et ne pas les respecter. Notre engagement vis-à-vis des entreprises, c'est d'apporter des solutions auprès du gouvernement afin que le gouvernement, n'est-ce pas, essaie de chercher à nous écouter et à trouver des solutions ensemble avec nous. Nous sommes une force de proposition. Nous avons proposé au gouvernement que, dans le cas de ce paiement, une bonne partie devait être réservée aux entreprises. Parce que ce sont les entreprises qui créent la richesse. Et si les entreprises ne créent pas la richesse, je ne vois pas comment nous pourrions demain, n'est-ce pas, réaliser les différents projets que le gouvernement a. Le président de la République y tient. Vous avez regardé également que dans le nouveau PND, on s'appuie sur les entreprises. Mais si les entreprises n'ont pas des moyens de leur action, de leur stratégie, je ne vois pas comment nous allons pouvoir réaliser les objectifs que nous nous sommes fixés. Au niveau du Congrès des chefs d'entreprise du Congo, ce que nous réclamons, c'est des échanges directs avec le ministère de tutelle afin que nous puissions ensemble, la main dans la main, trouver des solutions afin que les entreprises reprennent leurs activités. Ce n'est pas compliqué. Dès lors que l'État paye régulièrement les salaires des fonctionnaires, ça veut dire que l'État aussi peut, en même temps, regarder comment payer les entreprises. On ne va pas seulement regarder les gros consommateurs de ces fonds. Il faut regarder ceux qui créent la richesse, ceux qui sont capables de développer le pays. Voilà notre cheval de bataille. Et notre appel, nous profitons de votre micro, au Premier ministre et au ministre des Finances, d'organiser des séances de travail au cours desquelles les syndicats patronaux, et j'ai des échanges avec les autres syndicats patronaux, notamment nos frères du COGEPACO, du COPECO, où nous nous rendons compte que le gouvernement a cessé de discuter avec les partenaires sociaux et fait des choses sans pour autant, n'est-ce pas, nous associer. Ce qui, demain, peut créer des problèmes. Nous avons observé le ministre des Finances. Pas d'ailleurs, puisque nous avons observé. Le président de la République tient au climat social. Bien sûr. Et ce n'est pas pour rien qu'il est l'apôtre de la paix. Et je pense qu'on ne va pas y arriver. De toutes les façons, vous trouverez une solution. Parce qu'aujourd'hui, l'administration publique, disons, le gouvernement a comme interlocuteur direct vous, les syndicats patronaux, vous, les syndicats. Et je crois qu'on va pas y arriver. Mais la difficulté, c'est quoi? C'est qu'il faudrait aussi que le ministre des Finances comprenne que c'est avec les syndicats patronaux qu'il faut discuter. Parce que nous avons les problèmes des opérateurs économiques. Mais lorsque nous nous rendons compte que ces problèmes ne sont pas pris en compte, lorsqu'on prend par exemple ceux qui sont partis dans le cas de l'emprunt obligataire, dont la partie qui était lancée sur le marché secondaire a été payée, mais le cash qui a été réservé pour payer aux entreprises n'a jamais été payé. Et aujourd'hui, les entreprises ne savent plus à quel vent se vouer. Donc, il y a lieu. Et même dans cette opération d'emprunt obligataire, l'État n'a pas payé
pour ceux qui ont été payés, la dette de la SNCS, la dette des impôts. Et plus tard qu'il y a une semaine, je suis allé discuter avec la SNCS où je me suis rendu compte que l'État n'a pas reversé, n'est-ce pas, la part qui revenait dans cette opération pour le paiement de la dette sociale. Ce qui pose un problème. Tous ces problèmes, quelquefois, le ministre n'est pas au courant. Mais nous avons besoin qu'il discute avec nous. Nous avons besoin qu'il échange avec nous. Nous avons également, si on va plus loin, il y a des opérateurs économiques dans le cadre des audits, n'est-ce pas? On va parler des paiements et jusqu'aujourd'hui, ces opérateurs ne savent pas s'ils vont être retenus parmi les entreprises qui vont être payées. Parce qu'il n'y a pas la publication des audits. Mais la question des audits est toujours d'actualité. Les listes ne sont pas bouclées. Mais malheureusement, M. Ben Opena, c'est la 3e émission que je fais avec vous, que je ne cesse de réclamer la publication des résultats d'audit. Les audits ont plusieurs formes. Il y a des dossiers de 2003 à 2013, il y a des dossiers de 2013 à 2020, et parmi ces dossiers, ceux de 2014 à 2013, 2014, 2016, les dossiers ont été déjà publiés, mais ceux de 2018, 2017, 2018, 2020, rien n'a été publié. On a un gros dossier, par exemple, en ce qui concerne le congrès des chefs d'entreprise, le dossier de 2012, rien n'a été publié. Donc les opérateurs sont à l'attente des paiements. Alors, malheureusement, ils sont bloqués parce que l'audit ne finit pas son travail. Et ce qui est dommage. Qu'est-ce que le gouvernement vous dit à propos de cet audit? Qu'est-ce qui bloque? Comme il n'y a pas de dialogue, et je vous ai dit tout à l'heure, on a laissé le ministre des Finances le temps de s'installer, de comprendre les dossiers. Mais on se rend finalement compte que les portes sont bloquées pour le patronat. Nous voulons que tous les syndicats, au même titre, soient convoqués parce que nous avons derrière nous, n'est-ce pas, des opérateurs économiques que nous avons commencé à défendre les intérêts depuis plusieurs années. Donc il y a nécessité je réclame ça, il y a nécessité pour le ministère des Finances de convoquer une séance de travail avec l'ensemble des partenaires sociaux que nous sommes, afin que tous ces problèmes soient élagués. Sinon, on va se retrouver dans des situations où en 2012, nous avons organisé une marche au ministère des Finances, où on a fait du bruit. On ne veut pas arriver là. Bon, mais je ne crois pas qu'il y ait un ministre, fût-il des Finances ou d'autres départements ministériels, puisse avoir des syndicats qui lui soient proches. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Mais c'est ce qu'on constate, malheureusement. C'est ce qu'on constate. C'est ce qu'on constate. Mais je pense que le message est arrivé. Parce que nous avons écrit. Le devoir. On a écrit. D'échanger avec. Parce que le dialogue, le dialogue est au cœur même de l'action du président de la République. Absolument. Le président de la République revient tout le temps sur le dialogue. Absolument. La préservation de la paix. Absolument. Et donc, je pense que le ministre des Finances... Mais je vais vous dire que nous avons écrit au ministre des Finances plusieurs fois. On a des courriers avec accusé de réception, il n'y a jamais eu de réponse. Ce qui nous laisse à croire. Et pendant ce temps, il y a certains syndicats que lui reçoit. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait des syndicats qui ne défendent pas réellement les intérêts des chefs d'entreprise. Et souvent, c'est les syndicats qui sont traditionnellement connus. Mais nous avons l'habitude de discuter avec les ministères des Finances depuis plusieurs minutes. On a commencé à discuter depuis le ministre Ondongo et jusqu'aujourd'hui on discute. Pourquoi le ministre Ondeli ne voudrait pas ouvrir sa porte et discuter avec les... Il ne peut pas y avoir aujourd'hui des syndicats traditionnels, hein, parce que la démocratie est arrivée, la liberté syndicale est reconnue. Et aujourd'hui, il y a le multipartisme, il y a le multisyndicalisme. Donc, il n'y a pas de syndicat traditionnel d'hier, genre CSC, CSTC. Mais c'est ce que nous assistons malheureusement. Mais je pense que le message est arrivé. Le ministre des Finances va certainement vous recevoir parce que, effectivement, vous êtes un acteur majeur de Absolument, absolument. Alors, on va évoluer. Les missions de la Banque mondiale et de la BAD ont séjourné il y a peu ici à Brazzaville. Et en dehors du gouvernement, ces missions ont eu également des échanges avec vous. Alors, quelles étaient vos préoccupations principales quand vous avez rencontré ces institutions de Bretton Woods? Nous étions très heureux d'échanger avec le vice-président de la Banque mondiale. Et à l'occasion, nous lui avons fait savoir que la relance de l'économie congolaise passe par la mise en place d'un système de financement des entreprises.
notamment la mise en place d'une banque d'investissement. Vous savez très bien que notre économie patauge parce que les banques que nous avons sont des PRI. Je le dis bien, des PRI. Parce qu'on ne peut pas relancer une économie avec une banque qui vous donne des crédits, des avances sur facture seulement. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas avoir des crédits à court, moyen et long terme. N'est-ce pas? Et on vous donne le crédit, si c'est un crédit par exemple d'une construction industrielle. Alors le temps que vous mettez en place l'installation du chantier, vous avez déjà plus de 3 mois. Mais le crédit qu'on vous donne, on vous donne 90 jours après, commencer à payer le crédit. Pensez-vous que cette entreprise pourra rembourser le crédit? Non. C'est ça que nous voulons pas. Ça, c'est le propre des banques commerciales. Voilà. Et ce que vous demandez, c'est qu'il faut qu'on ait des banques de développement. De développement, ces banques qui soient capables de financer sur le long terme et avec des taux qui permettent à l'entreprise de pouvoir rembourser. Et on a constaté finalement que le gros problème, c'est celui-là. Nous l'avons porté, tout le secteur privé l'a porté auprès, n'est-ce pas, du vice-président de la Banque mondiale, et qui a pensé regarder cette question, parce que le développement de notre pays en dépend largement. Si nous avons une banque d'investissement aujourd'hui, je pense que les porteurs de projets que nous avons dans le pays, et nous au niveau du Congrès, nous avons beaucoup de projets qui souffrent dans les tiroirs et qui ont besoin d'être financés. Mais nos banques ici, avec les conditions, vous savez que les conditions sont lesquelles il faut apporter des garanties. Et une entreprise qui a déjà une dette depuis 4 ans, 5 ans qui n'est pas payée, et quand bien même cette entreprise a un projet, il ne peut pas avoir des garanties nécessaires pour pouvoir financer. Et donc il y a nécessité que notre gouvernement, que les secteurs privés et la Banque mondiale se mettent ensemble pour voir dans quelle mesure nous pourrions mettre en place une banque d'investissement qui accompagne les porteurs de projets. La Banque mondiale, effectivement, a une institution aussi dédiée, le SFI, qui s'occupe effectivement du secteur privé. J'espère que on en a discuté, n'est-ce pas? Ce jour-là, on en a discuté. Je pense que nous avons déjà écrit à la Banque mondiale et nous attendons une séance de travail avec la Banque mondiale pour que les différents projets que nous avons déjà sélectionnés puissent être retenus dans le cadre de ce mécanisme. Alors, puisque vous demandez à l'État de faire face à la dette intérieure due à vous, opérateurs économiques, il s'avère que le soutien de la Banque mondiale et du FMI a été perceptible lors des assemblées générales qui s'est tenue récemment aux États-Unis, auxquelles prenait part le Premier ministre à la tête de quelques membres de son équipe. Alors, comment avez-vous, en tant que secteur privé, accueilli cette information, ce soutien de la Banque mondiale et du FMI? C'est ce que nous attendons. Et nous pensons que l'action menée par le gouvernement ne peut que... nous pouvons qu'encourager ces initiatives parce que ces initiatives permettront à notre pays d'être attractif, n'est-ce pas, de bénéficier des financements comme les autres pays. Pendant longtemps, parce qu'on n'avançait pas avec le FMI, n'est-ce pas, notre pays était fermé. Aujourd'hui, il y a une ouverture qui permet au Congo de bénéficier d'un certain nombre de financements. Nous encourageons le gouvernement pour ce genre d'action. Mais nous aurions souhaité également que lors de ces voyages, que soit associé également le secteur privé. Parce que nous avons l'impression que généralement quand le gouvernement s'en va seul, et la mise en application, voilà, après il n'y a pas de suivi, n'est-ce pas? Et nous encourageons le Premier ministre par ces initiatives, et ces initiatives pourraient faire bénéficier à notre pays un certain nombre d'avantages, n'est-ce pas, de financement des gros projets. Notre pays en a besoin, nous avons du potentiel, le secteur privé n'attend que ça pour pouvoir se relancer. Ok, le secteur privé n'attend que ça pour être relancé, mais aujourd'hui, les regards des Congolais sont rivés aussi vers ce secteur privé. Le marché congolais aujourd'hui est sous tension, les prix des denrées alimentaires ont flambé du fait de la crise russo-ukrainienne. Le gouvernement, à travers son dernier conseil des ministres,
tente de prendre le taureau par les cornes. Quelques facilités vont être certainement accordées aux opérateurs économiques pour stabiliser effectivement l'hémorragie et éviter au Congo une crise alimentaire, d'après le compte rendu du Conseil des ministres. Alors, votre réaction d'abord en tant que chef d'entreprise et en tant que président d'un syndicat patronal? Vous savez, nous disons que le développement passe par l'industrialisation. C'est parce que nous n'avons pas une industrialisation structurée, parce que nous n'avons pas beaucoup misé sur l'industrialisation. Notre pays est resté totalement dépendant de l'extérieur. Nous vivons à plus de 80%, n'est-ce pas, des produits d'importation. Et c'est pour cela que cette crise ne pourra épargner notre pays. La mesure que le gouvernement a prise, c'est toujours pour rester dans le cadre de l'importation. Et nous voulons bien que le gouvernement, cette fois-ci, la mesure qui serait la meilleure, c'est celle de financer les industries. Ah ben c'est ce que le gouvernement a dit, hein, pas dans le cadre de l'importation. Le gouvernement prend si c'est cela, d'accord. Encourager les producteurs locaux à redoubler si c'est cela, d'accord. Mais, oui, mais nous souhaitons, parce que vous rappelez de la task force qui avait été mise en place pour accompagner les entreprises. Vous rappelez combien d'entreprises ont bénéficié de cette task force? Nous ne voulons pas des slogans aujourd'hui. Nous voulons que les choses se passent dans le concret. N'est-ce pas? Qu'on nous montre les entreprises qui vont bénéficier de ces financements. Il ne faudrait pas que ce soit des entreprises qui sont rattachées à certaines autorités, qui sont rattachées à certaines autorités. Nous voulons que ce soit des vraies entreprises qui ont pignon sur notre économie. Et nous, au niveau du Congrès, nous y veillons. Parce que nous avons des entreprises du secteur de l'agriculture et de l'industrie qui ont besoin du financement. N'est-ce pas? Et lorsque nous avons suivi la nouvelle, nous avons convoqué une séance de travail avec nos collègues de ce secteur pour regarder dans quelle mesure on va discuter avec le gouvernement, projet à l'appui. Parce que notre intérêt, c'est l'intérêt du président de la République, c'est de voir ce pays se développer. Mais il ne peut se développer que s'il y a une fusion. Si nous regardons tous la même direction, qu'on ne choisisse pas les personnes, qu'on regarde ceux qui sont sur le terrain, qui sont capables de faire le travail. Qu'on ne choisisse pas des gens par complaisance, comme on l'a fait dans le cadre de la Covid-19. N'est-ce pas? Et ça, c'est une expérience malheureuse. N'est-ce pas? Et nous voulons que cette fois-ci, les choses se passent très bien. Et c'est pour cela que nous réclamons toujours des échanges avec le gouvernement. N'est-ce pas? Que ça ne se passe pas dans des offices cachés, qu'il y ait la transparence dans la gestion de ces fonds pour permettre à ce que les vrais opérateurs économiques puissent bénéficier de ces fonds et que ça aide à la population. Parce que ce qui est important, c'est que la population se retrouve, que nous ne soyons pas frappés par, n'est-ce pas, cette crise qui est en train de frapper même les pays d'Europe. Ceux qui ont l'habitude de nous envoyer des vivres. Mais nous nous battrons au niveau du Congrès pour que le secteur productif prenne de l'ampleur dans notre pays et que nous arrêtons d'importer. Nous avons toutes les potentialités de pouvoir développer notre pays. Nous avons tous les moyens dans notre pays. N'est-ce pas? Il va falloir que et le gouvernement et les secteurs productifs se mettent ensemble, on bâtisse ensemble les stratégies qui ne s'arrêtent pas des stratégies de bureau, mais des stratégies de terrain. C'est ce que nous souhaitons. Est-ce que dans ce jeu-là, le secteur privé aussi, vous n'êtes pas responsable? Parce que nous avons aussi connu dans certains projets où un opérateur économique est venu à présenter un projet et le projet a été financé, mais les fonds ont été détournés. Il a eu 10 millions, il a investi 2-3 millions et le reste, il s'est acheté une voiture luxueuse et le business n'a fait que long feu. Mais il y a un problème. Ça aussi, c'est votre non, ce n'est pas notre responsabilité. Quel est cet opérateur économique? Parce que, est-ce qu'ils ont fait l'étude de moralité? Vous savez, lorsqu'on donne le crédit à une personne, ce n'est pas seulement parce que tu as un bon projet. C'est la moralité de la personne qui porte le projet. Généralement, à cause de la complaisance, on donne de l'argent à des frères, à des parents qui n'ont pas, ils présentent le projet, on donne l'argent. Mais nous voulons bien qu'aujourd'hui, ce soit ceux-là qui sont sur le terrain, ceux-là qui travaillent. Vous avez vu le fonds de l'agriculture? Ah oui, l'argent est sorti. Mais on a donné l'argent à qui? Pas
On a donné l'argent aux gens qui ont présenté les projets. Les projets qui ont été présentés, on n'a pas fait l'étude de moralité sur le porteur du projet. C'est très important. Vous allez voir qu'au niveau de la banque, pour avoir le crédit, c'est vrai, vous déposez votre projet, mais on vous appelle, on vous fait une étude. Est-ce que ce monsieur a une bonne moralité? Est-ce que demain, il est capable de rembourser l'argent qu'on lui a donné? Voilà ce qui est important. Et c'est pour cela que nous voulons la qualité. La qualité, celui qui est sur le terrain, celui qui a déjà fait ses preuves, n'est-ce pas? Celui-là, on peut dire oui, on peut mettre à sa disposition de l'argent. Cet expert que vous prenez, nous le connaissons très bien, on nous a toujours posé cette question pour accuser le secteur privé, mais c'est ceux-là qui donnent les crédits, qui donnent cet argent, qui ne font pas attention, qui donnent à des parents, qui donnent à des amis, n'est-ce pas? Pour dire que bon, ben après c'est le secteur privé qui va payer le prix. Non! Je dis, c'est que dans le secteur privé, il y a la compétence, il y a la qualité. Et si vous donnez à cette qualité, vous aurez la qualité. Mais vous avez la chance d'être en même temps chef d'entreprise et à la tête d'un syndicat patronal. C'est à vous aussi d'éduquer vos poulains, non? C'est pour cela qu'au niveau du Congrès, nous avons des rubriques de formation sur l'éthique professionnelle, sur le respect des engagements. Nous avons des coachs spécialisés pour cela. Et surtout le respect de la chose. Mais bien sûr. Parce que l'argent que l'on vous octroie, c'est l'argent du contribuable. Bien sûr. Donc il doit être remboursé pour refinancer l'économie. Bien sûr. Et puis il y a un problème. Lorsqu'on donne l'argent à une personne, on doit suivre. Le projet qui a été mis en place doit avoir des organes de contrôle. Lorsqu'on donne l'argent à M. Mwanzibi, c'est bien, il a bien présenté son projet, son profil est acceptable, mais il faut des moyens de contrôle. Parce qu'il manque de moyens de contrôle, que l'argent se volatilise. C'est pour cela que notre expérience aujourd'hui doit être profitable pour notre pays. Nous travaillons tous les jours avec les investisseurs, surtout notre société, nous travaillons avec les investisseurs, nous faisons la recherche de financement, mais nous savons ce qui se passe. Et donc, si aujourd'hui, le secteur privé, les pouvoirs publics, travaillent ensemble, n'est-ce pas, comme ça se passe partout ailleurs, n'est-ce pas? Je pense que le Congo va retrouver son développement. Mais aussi longtemps que les pouvoirs publics vont se douter de la qualité, n'est-ce pas, des Congolais et faire confiance seulement à l'expertise extérieure, on va être dépendant. Faisons l'effort d'attirer les Congolais à l'investissement, aller vers les secteurs de développement de notre pays, et demain nous allons récolter un bon fruit. C'est le conseil que je donne au pouvoir public. Alors j'espère que, après avoir dit ça, vous avez un dernier mot à nous dire avant qu'on ne puisse clôturer cette émission. Quel est votre dernier mot? D'abord vous remercier, M. Beno Pena, que cette émission aille de l'avant. Et demander au ministère des Finances de développer l'esprit d'ouverture avec les partenaires que nous sommes. Parce que nous avons les problèmes des chefs d'entreprise. Aussi longtemps qu'il va fermer sa porte à ne pas recevoir les partenaires que nous sommes, il va toujours croiser, n'est-ce pas, des difficultés. Aujourd'hui, nous voulons bien qu'on échange avec lui sur toutes les questions qui relèvent du secteur privé. Et ensemble avec lui, nous connaissons son dynamisme. Ensemble avec nous allons construire un beau pays. Il ne faut pas qu'il se doute de la qualité de nos opérateurs économiques. Il faut les mettre à l'eau. Il faut qu'on travaille main dans la main. Vous voyez ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe à l'étranger. On fait d'abord confiance, n'est-ce pas, à l'entrepreneur national. Parce que celui-là est capable de défendre les couleurs du pays. Et c'est pour cela que, au niveau du Congrès, nous mettons tout pour que les entreprises soient capables de répondre aux besoins de la population. Voilà le dernier mot que je peux dire au cours de cette émission. Je pense que le message est arrivé. Merci. Et ceux qui ont la décision vont décider. Il est un fait incontestable et les exemples sont légion qu'aucune économie de la planète n'a pu se développer sans un secteur privé fort et soutenu par l'État. Le Congo ne fait point figure d'exception. Cependant,
pour aller véritablement vers la relance économique, ce secteur privé a besoin d'être dopé en moyens financiers. Le cas de la dette intérieure qui a mis à genoux quelques acteurs de ce secteur peut être une panacée. Dans la difficulté, seul le dialogue permet aux protagonistes d'accorder leur violon. Ainsi s'impose un dialogue secteur privé, secteur public. Ce couplet gagnant est gage d'une économie durable. D'ailleurs, aujourd'hui, le modèle qui fait la une est le partenariat public-privé. Ainsi s'achève cette émission de Mediacom Plus. Nous rappelons que nous recevons pour vous Paul Nestor Mwadibindinga, directeur général de la société Global Business et président du Congrès des chefs d'entreprise du Congo. Avec lui, nous avions parlé du secteur privé congolais à l'heure de la relance économique. Une fois de plus, merci bien à vous, chers téléspectatrices et téléspectateurs. Nous prenons rendez-vous avec vous pour le prochain numéro. La consigne reste ferme et inchangée. Protégeons-nous contre la pandémie à coronavirus. Continuons d'observer les mesures barrières exigées par le gouvernement. Merci et bonne suite de programme sur Télécongo.